pense qu'à un moment donné, il est temps de ne plus rien laisser passer, de ne pas se laisser faire. Nous sommes des citoyens français à part entière, quelles que soient nos origines. Je pense qu'il n'est pas acceptable qu'une communauté, plus qu'une autre, soit visée, soit pointée du doigt, soit accusée, soit humiliée, soit insultée. Tout cela n'est pas acceptable. Et en plus, il prend le cas de Boualem-Sansal. Allez, on remet ça sur la table, Boualem-Sansal. Personne n'est satisfait du sort de Boualem-Sansal. Moi, je l'ai dit, moi le premier. Moi, je me satisfais pas que Boualem-Sansal soit incarcéré. Je veux dire, j'espère que ce vieil homme de 75 ans, de surcroît malade, sera libéré. Mais Boualem-Sansal, il est tombé sous le coup de la loi d'un État souverain qui s'appelle l'Algérie, qui a une justice. Et il a porté atteinte à l'intégrité territoriale par ses propos. Ça tombe sous le coup de la loi. C'est la loi algérienne. On la respecte ou on la respecte pas? Après, j'espère effectivement que la justice sera clémente en fonction de son âge et de sa maladie, et que l'Algérie fera plutôt le choix de l'expulser plutôt que de l'incarcérer. Ça, c'est mon avis. Mais on peut le dire sans insulter l'Algérie. On peut le dire sans insulter les Algériens. On peut le dire sans appeler à brûler l'ambassade d'Algérie. Or, on voit bien que toutes les prises de parole de ces gens-là, en prétextant effectivement de défendre le cas de Boualem-Sansal, appellent à la violence, appellent à une relation de tension, de crispation avec l'Algérie. En fait, ils se servent de Boualem-Sansal. Ils en ont rien à faire, je pense, de cet écrivain. Tu sais pourquoi ils en ont rien à faire, Adil? Oui. Parce que avant de venir, lorsque tu m'as dit, Karim, je voudrais qu'on aborde ce sujet, je me suis dit, et si je regardais combien de Français sont incarcérés dans le monde? Eh bien, tu sais, Adil, on a plus de 1600 Français qui sont incarcérés dans le monde. Ouais. Alors, pour certains, trafic de drogue, pour certains, crimes sexuels, pour certains, des faits gravissimes. Mais pour certains, vous savez, Théo Clair, ça te dit rien, toi, Théo Clair, 32 ans, 3 ans de prison en Azerbaïdjan pour un graffiti dans le métro. Tu as entendu, toi, la France mobilisée pour Théo Clair? Un graffiti dans le métro en Azerbaïdjan, septembre 2024. Il a pris 3 ans de prison. Tu penses que la peine est aujourd'hui légitime? Bon, alors, entre Alger et Paris, on sent bien que l'ambiance est tendue, vraiment tendue. Ah oui, on n'est plus dans la simple brouille diplomatique, là. Certains parlent même de la crise la plus sérieuse depuis 1962. Carrément. Alors, est-ce qu'on est face à quelque chose de structurel, une vraie rupture ? C'est une crise qui touche à tout, en fait. La mémoire, évidemment, toujours à vif. Oui, ça. La souveraineté aussi, très sensible côté algérien. Et puis, il y a l'économie, les intérêts qui ne convergent plus forcément. L'influence régionale aussi, j'imagine. Ah oui. Le Sahel, tout ça. Exactement. L'influence au Maghreb, au Sahel, et même, on pourrait dire, l'image de la présidence Macron en France comme à l'étranger. C'est vraiment multidimensionnel. Hein. Pourtant, Emmanuel Macron, quand il est arrivé en 2017, il avait cette volonté affichée de tourner la page. Oui, surtout sur le plan mémoriel. Oui, il y avait cette ambition. Mais dans les faits, on observe plutôt une forme de continuité avec les politiques précédentes, voire même, par moments, une aggravation des malentendus. C'est paradoxal quand même. Tout à fait. Prenons les gestes mémoriaux, par exemple, le rapport Stora. Oui. Il a été commandé, dans une optique d'apaisement, mais il n'a pas recommandé d'excuses officielles. Et ça, pour Alger... C'était insuffisant. Ben voilà. Alger maintient cette exigence d'excuses comme un préalable indispensable pour une relation vraiment assainie. Donc, l'histoire, ça reste un champ de mine. Et sur ce terrain miné, certaines décisions récentes de Paris n'ont pas aidé. Je pense à la réduction très forte des visas à l'automne 2021. Ah ça. Officiellement, c'était une mesure technique, liée au laissez-passer consulaire pour les expulsions. Mais bon, est-ce que ce n'était pas aussi un levier de pression politique ? Difficile de ne pas le voir comme ça, en tout cas du côté d'Alger. Et puis il y a eu aussi le gel de l'exemption de visa pour les passeports diplomatiques algériens. Oui, ça c'est une rupture avec les usages diplomatiques habituels, non ? Un message assez dur. Absolument. Et la réaction d'Alger a été immédiate, rappel de l'ambassadeur, des déclarations très fermes. C'était un refus clair de ce qui a été perçu comme une politique du fait accompli, une forme d'imposition. Donc ces tensions récentes, elles s'ancrent dans ce passif plus ancien dont on parlait. Exactement. La colonisation, bien sûr, mais aussi des dossiers très concrets. Les archives qui ne sont pas toutes ouvertes, les essais nucléaires français au Sahara, la question des disparus. Tant que Paris ne franchit pas le pas des excuses formelles, Alger semble considérer toute tentative de normalisation comme artificielle, en quelque sorte. Parlons un peu économie.
Là aussi, ça bouge beaucoup. La France était le partenaire historique, mais on a l'impression qu'elle perd du terrain, non ? Ah oui, c'est très net. La Chine est de plus en plus présente, la Turquie aussi, l'Italie marque des points. L'échec du projet Renault à Oran, ça a été un symbole fort, non ? Vu d'Alger, j'imagine que ça a pu être interprété comme un projet servant surtout les intérêts français. Oui, ça a été perçu comme un exemple de relations déséquilibrées. Ce recul économique français, ce n'est pas juste anecdotique, ça symbolise un vrai basculement. Surtout avec la crise énergétique actuelle. Le gaz algérien redevient un atout stratégique majeur. Tout à fait, et Alger le sait très bien. Ils diversifient leurs clients, l'Italie a signé un gros contrat, l'Espagne aussi, malgré les tensions sur le Sahara occidental. Alger négocie clairement en position de force. Et la France, dans ce jeu-là ? La France se retrouve un peu marginalisée sur ce plan énergétique précis. C'est un rééquilibrage assez net. Et ce rééquilibrage, il se voit aussi sur le plan géopolitique. Je pense au Sahel notamment. Oui, c'est indéniable. Il y a une concurrence directe pour l'influence. L'Algérie conteste de plus en plus ouvertement le rôle historique de la France dans la région. Avec le retrait français du Mali, du Niger, du Burkina Faso, ça laisse un vide. Ça laisse un espace, en tout cas. Et Alger essaye de l'occuper en se positionnant comme une puissance régionale, une médiatrice potentielle, mais très attachée à son indépendance et prônant des solutions africaines aux problèmes africains. Et ce discours anti-interventionniste y porte. Il trouve un écho certain sur le continent, oui. Pour Paris, c'est clairement perçu comme un revers diplomatique, la fin d'une ère, peut-être. Tout ça, finalement, ça met à rude épreuve ce qu'on appelle le macronisme. Cette doctrine qui mêle libéralisme économique, une certaine ouverture sociétale, mais aussi une politique étrangère très axée sur la défense des intérêts français et une forme de réelle politique. Oui, le macronisme est défié de toutes parts. À l'intérieur, on le voit avec les contestations sociales, et à l'extérieur, cette crise avec l'Algérie en est un exemple frappant. Mais il y a aussi le recul de l'influence en Afrique, les difficultés sur d'autres grands dossiers internationaux. Est-ce que la personnalité même du président Macron, parfois décrite comme, disons, manquant de souplesse ou perçue comme arrogante par certains partenaires, joue un rôle ? C'est toujours difficile d'évaluer le poids de la personnalité en diplomatie, mais disons que face à une Algérie qui, elle, affiche une confiance retrouvée... Oui, portée par ses revenus énergétiques, la situation géopolitique... Exactement, et forte aussi d'alliances diversifiées, la Chine, la Russie, l'Italie, comme on disait, cette Algérie-là mène une politique étrangère plus affirmée. Elle est moins encline au compromis, surtout si elle a l'impression qu'on essaye de lui forcer la main. Du coup, pour Paris, quelle est la marge de manœuvre ? Continuer sur cette ligne de fermeté ou accepter une relation différente ? C'est un peu le dilemme. Accepter une relation d'égal à égal, basée sur le respect de la souveraineté de chacun, ce qui implique sans doute des concessions symboliques fortes sur la mémoire. Ou alors s'enfermer dans une confrontation qui risque d'être longue, coûteuse et peut-être stérile. Le temps des relations asymétriques où Paris dictait plus ou moins les termes semble bel et bien révolu avec Alger. Donc la vraie question, c'est est-ce que le macronisme, ou plus largement la diplomatie française, peut s'adapter à cette nouvelle donne ? C'est tout l'enjeu, oui. La capacité de Paris à lire correctement cette nouvelle Algérie qui revendique sa place de puissance régionale et à ajuster son approche sera déterminante pour l'avenir. Mais au-delà de Macron, est-ce qu'une relation vraiment apaisée est même possible, vu le poids de l'histoire ? Ou est-ce qu'on assiste juste à un nouveau cycle, un rééquilibrage des forces en Méditerranée qui va durer ? C'est une excellente question. Peut-être que la tension fait partie intégrante de cette relation si particulière. Ou peut-être que ce rééquilibrage actuel est plus profond, plus durable, et qu'il redessine vraiment les cartes pour les décennies à venir. Difficile à dire aujourd'hui.